c'est pour cela qu'on s'est un peu rencontrés, mais il va peut-être en parler aussi un peu, Nicolas Krief. C'est que ce que j'adore, je ne sais pas ce qui passait derrière moi, en fait, depuis tout à l'heure, mais je voyais des gens rire, donc je pense savoir ce qui passait de temps en temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour du profane dans le sacré, en fait. Il saisit des moments où on voit des gens en train d'installer des tableaux, donc on voit les gens qu'on ne voit plus après, les ouvriers, et même des fois c'est surprenant au sens où vous voyez des personnes de couleur, comme on dit, que vous voyez plus rarement dans les musées, très honnêtement, quand vous prenez des photos de musées, des gens qui vont au musée. Et là, d'un coup, vous voyez des gens qui font le ménage, des gens qui déplacent les œuvres, bon, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de montrer tout ce travail-là préparatoire fait par des gens profanes dans des institutions sacrées. Et en plus, comme il est très joueur, c'est souvent très drôle, et que tous les prolongements des corps des gens qui déplacent les tableaux par rapport à ce qu'on voit dans les tableaux, bon, je trouve ça tout à fait formidable. Voilà, je m'arrête là pour ce qui me concerne. Merci Bernard de cette présentation élogieuse. Alors je vais présenter mon travail. Je pense que mon approche sera beaucoup plus empirique que celle de Bernard Lahire. Donc d'abord merci à Bernard de m'avoir invité à constituer ce tandem. Alors je vais tâcher de lire sans trop lire, mais c'est une occasion rare pour moi que de parler de mon travail. Je le fais rarement. Je photographie plus facilement que je ne parle de mon travail. Et donc, j'ai éprouvé le besoin d'avoir des notes. Voilà. Donc, merci Pascal Leméraire pour cette invitation. Je vais vous donner le plan à peu près de cette présentation. D'abord, je vais parler de la genèse de ce travail et des conditions dans lesquelles je l'ai réalisé. Deuxièmement, je vais parler de ce que j'ai photographié, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un montage d'exposition, qu'est-ce qu'on regarde là derrière mon dos, qu'est-ce qu'on regarde à l'écran. Ensuite, après m'être expliqué sur ma démarche photographique, sur ma manière de photographier, j'aborderai la façon dont cette manière-là s'est confrontée à ce que je voyais de ces accrochages et de ces moments-là. Alors, accrochage, je l'ai employé plusieurs fois, c'est le nom que j'ai donné à ce sujet photographique. J'ai initié ce travail en 2010, et je l'ai poursuivi depuis. Durant ces années, j'ai pu suivre librement, très librement, je vais en parler, le montage de presque 20 grandes expositions parisiennes, parisiennes ou presque toutes parisiennes. À l'origine donc de ce travail, un concours de circonstances. En 2010, le journal Le Monde me commande le portrait d'un des commissaires de la rétrospective Monet, qui était organisée alors au Grand Palais par la Réunion des musées nationaux, la RMN, et le musée d'Orsay. La RMN me propose ensuite, à ce moment-là, une carte blanche pour en suivre l'accrochage, qui n'avait pas encore débuté quand je photographiais ce commissaire. J'accepte donc tout de suite cette proposition qui allait me plonger dans un monde qui me semblait totalement exotique. Et c'est ainsi que j'ai fait cette première carte blanche qui en a conduit à d'autres, au Grand Palais et au Musée du Luxembourg, puis à une longue et riche collaboration avec le Musée d'Orsay, qui s'est poursuivie durant ces 7 années. Mon travail dans les musées commençant à être notoire dans les rédactions avec lesquelles je travaille, j'ai donc pu le poursuivre dans le cadre de commandes de presse pour différents journaux et magazines. Comme je vous le disais, les institutions avec lesquelles j'ai travaillé m'ont toujours confié des cartes blanches. J'ai donc joui d'une très grande liberté d'expression. C'est-à-dire que j'ai pu produire et produire encore librement une photographie d'expression, non contrainte, non tenue par des impératifs quelconques de communication ou d'autres. Les motivations des musées concernés étaient de disposer d'un travail d'artiste, d'un travail de photographe, d'un travail testimonial à verser aux archives de l'institution. J'ai rencontré tout de même 2 principales contraintes. La première, ne rien dévoiler des mesures des systèmes de sécurité destinés à protéger les œuvres. Ça ne m'a jamais posé aucun problème dans la mesure où je trouvais ça tout à fait légitime d'une part et par ailleurs, ce n'était pas mon propos. Et d'autre part, de ne pas photographier les œuvres lorsque les prêteurs
représentés, je vais y revenir, par les convoyeurs. Ça, c'était beaucoup plus difficile à tenir, mais évidemment, je m'y suis tenu systématiquement. J'ai donc raté des moments, des instants décisifs, dirait Henri Cartier-Bresson, certaines fois, mais voilà, c'était le jeu. Alors, quels sont ces moments d'accrochage? Ils sont un moment très précis du processus de production d'une exposition. Ils sont l'aboutissement d'un travail assez long, qui dure souvent 1 an et demi, 2 ans, voire un petit peu plus, et qui commence par la conception d'exposition, se poursuit par les choix des œuvres, par les phases de dialogue avec les prêteurs publics et privés, les musées, les collectionneurs, les fondations. Donc, ces accrochages sont la partie finale de la préparation d'une exposition. Ils se déroulent sur 2-3 semaines maximum, rarement plus, principalement pour des raisons de sécurité et de coûts d'assurance. Mais 2-3 semaines pour un photographe, c'est long, et j'ai vécu chaque fois ces moments comme des moments d'immersion, immersion dans un même lieu, immersion parmi un groupe constitué pour l'occasion, le moment d'accrochage. Les lieux d'exposition sont des endroits clos, à l'abri des regards, du public et des convoitises, et très souvent de la lumière du jour. Surtout d'un accrochage à l'autre, il constitue un décor monotone de murs plus ou moins colorés et de vitrines vides, évidemment, au démarrage. La sobriété monotone du décor est à la fois un avantage, car il constitue un écrin visuel où finalement composer les scènes que je vois et que je photographie. Mais c'est contraignant parce que c'est monotone et se pose rapidement la question du renouvellement du regard. Qui sont mes personnages? Donc les protagonistes des photos qui défilent, qui sont projetées. Ce sont les commissaires des expositions, bien sûr, qui sont la plupart du temps des conservateurs. Ce sont les installateurs, les accrocheurs, les socleurs, c'est-à-dire ceux qui manipulent les œuvres. Ce sont les convoyeurs, j'en parlais, les représentants des prêteurs, qui sont souvent des conservateurs d'ailleurs, qui ont prêté une ou plusieurs œuvres et les acheminent jusqu'au lieu d'exposition. Les restaurateurs qui interviennent in situ. Et les métiers de la scénographie. Pardon d'être un peu long, mais il est important de savoir ce qui se déroule à ce moment-là et quels sont les personnages qu'on peut voir sur ces photos. Donc les scénographes, les peintres, les menuisiers, les électriciens, les vitriers, les gardiens de salle, qui sont toujours présents même en l'absence du public. Et enfin, les régies des musées hôtes qui coordonnent tout ce concert, toute l'organisation et tout ce processus. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais enfin, les images qui passent, tout le monde devrait être en train de rire, hein, presque. Ce ne serait pas contre toi, hein, mais alors il y a des tableaux formidables. Merci. Mais non, mais c'est vrai, c'est presque dommage de ne pas s'y arrêter, parce que moi, je ris quand je vois ça. Non. Continue. Alors justement, qu'est-ce que je faisais au milieu de ce ballet? Alors oui, l'humour est pour moi aussi une manière de garder la distance, hein, donc à mon sujet, et donc on va le voir plus loin. Enfin, je vais en parler plus loin. C'est une manière de conserver, voilà, ce regard critique dans le sens littéral du terme. Donc en tout cas distant et clairvoyant sur les choses. Je ne suis pleinement photographe que depuis une douzaine d'années, mais je m'abreuve de travaux de photographe depuis l'adolescence. De ces photographes que j'ai admirés, j'ai appris entre autres la beauté formelle d'une image et la force signifiante qu'elle pouvait dégager. Vers 20 ans, j'ai lu un petit livre qui est sans doute aujourd'hui dépassé par les travaux universitaires qu'il a suscités, mais qui m'a durablement influencé. Ce sont les mythologies de Roland Barthes. Je découvrais la possibilité d'une autre intelligence des signes de notre temps et la puissance du langage contre la formule, contre les évidences assénées. C'est une vraie découverte pour moi, ce petit livre. J'en ai lu d'autres, hein, mais ce petit livre en particulier était une vraie découverte. Le même Barthes disait « La photo est une écriture ». Il disait ça dans un article qu'il avait consacré au portraitiste Richard Avedon dans un numéro de photo, le magazine Photo, dans les années 70. Elle est en tout cas assurément un langage qui nécessite à minima à celui qui le pratique, d'en soigner la grammaire, d'en connaître l'orthographe, pour mieux se faire comprendre. Donc,
une photographie se compose. Voilà. Mais ça ne suffit pas. J'ai cherché quelques chiffres là en venant, vraiment en arrivant à Lyon, et j'ai trouvé que chaque année, 1000 milliards de photos sont prises dans le monde. Chaque année, 1000 milliards de photos sont prises dans le monde aujourd'hui. Donc évidemment, tout le monde ou presque utilise un smartphone. Tout le monde ou presque est capable avec un smartphone et les filtres qui sont associés de produire une image techniquement parfaite. Et le phénomène est si massif qu'on assiste, il me semble, à l'avènement de l'image dans les relations interpersonnelles, alors que l'Internet et les réseaux annonçaient plutôt, ont promis un temps l'avènement de l'écrit. Je me remets à douter, moi, personnellement, de ce retour de l'écrit dans les relations. Ce langage de l'image s'universalise et ses pratiquants en maîtrisent toujours mieux les codes, des codes qui sont ultra standardisés, où 1 milliard d'images ressemble à 1 milliard d'autres. Bon, allez, 1 million d'images ressemble à 1 million d'autres, au moins. Il me semble donc plus que jamais, la photographie telle que moi j'essaye de la pratiquer, je vais la pratiquer, ne prend de sens que dans le propos qu'elle tient, et parce qu'elle doit, en contribuant, si vous voulez, parce qu'il me semble important que la photographie doit contribuer à la discussion, elle doit donc, autrement dit, elle doit donc offrir un point de vue. En plus d'un moment de grâce ou de beauté visuelle. Ça, c'est lorsque l'image est... Lorsqu'on a la grâce et lorsqu'on a eu le Graal de la journée, on obtient les deux. Voilà. Dans les moments de doute, qui sont nombreux lorsque je pense à 1000 milliards d'images par jour, je me dis que 80% de la population, en France au moins, sait sans doute écrire et possède un stylo, mais que tout le monde n'est pas écrivain. Donc écrire en photo ou utiliser la photographie comme langage, c'est donc adopter un point de vue, en avoir un, c'est donc avoir une subjectivité revendiquée. Donc en photographiant, je propose une vision du monde plutôt que j'essaie d'en rendre strictement compte. De façon plus personnelle, plus je pratique la photographie, plus la photographie est pour moi un biais par lequel regarder le réel, lui donner un sens qui ne me parvient sinon pas avec la même intensité, avec la même clarté. Cette interprétation du réel est évidemment commune à tous les moyens d'expression de l'écriture aux arts plastiques, quels que soient les arts plastiques. Mais à mon avis, elle revêt certaines particularités propres à la photo. Je m'explique. D'abord, donc, en produisant des photos, en photographiant, on se place, on cadre, on appuie sur le déclencheur, on produit une vérité personnelle. Seulement, une fois réalisée, une fois sortie du laboratoire ou maintenant du logiciel de retouche ou d'editing, une photographie s'affranchit des circonstances dans lesquelles elle a été prise. Le lieu, l'instant, les conditions. Elle devient un objet photographique autonome qui propose une histoire nouvelle, affranchie du réel et libérée du hors-cadre. Ou en tout cas, on dit hors-cadre en photographie, on dit hors-champ au cinéma. En tout cas, affranchie du hors-cadre originel, du hors-cadre réel. Un photographe que j'aime bien, le photographe américain Gary Winogrand, qui s'est rendu célèbre pour sa photographie de rue, c'est un street photographeur, comme on dit maintenant, célèbre des années 60-70, a dit tout ça en un raccourci à la fois performatif et drôle, qui m'accompagne, une phrase qui m'accompagne très régulièrement lorsque je photographie, en fait. Il dit « Je photographie pour découvrir à quoi ressemble une chose quand elle est photographiée ». Alors, en fait, en préparant cet exposé, j'ai retrouvé la citation, et découvert du reste, la citation complète. Je vous la livre. Il a dit « Le fait de photographier une chose change cette chose. Je photographie pour découvrir à quoi ressemble cette chose lorsqu'elle est photographiée. » Alors, ai-je changé le sens et la réalité des accrochages en les photographiant ? C'est une question que je ne me pose pas. En fait, je l'évoquais tout à l'heure, mon premier enthousiasme, lorsqu'on m'a proposé la première carte blanche, était de m'immerger dans un microcosme, celui des musées et de ces métiers très experts. J'avais l'excitation propre aux photographes de pénétrer les coulisses. Et puis en plus, je m'apprêtais à offrir une vision inédite de ces œuvres habituellement distantes et protégées. Je photographiais ce premier accrochage, donc l'exposition Monet 2010, Grand Palais,
avec également l'envie d'éprouver mes sujets de préoccupation du moment en photo. En particulier, une des choses qui m'a toujours fasciné en photographie, qui me fascinait en tout cas encore à l'époque, était la façon dont l'objet photographique, donc libéré du contexte, saisissait l'expression de l'intime chez le sujet photographié. Et on peut tous avoir en tête 1000 photos célèbres, iconiques, devenues iconiques, où le regard perdu, où le regard appuyé, enfin bref, où l'expression du sujet nous plonge dans des abîmes de réflexion. Et là, j'évoluais dans une atmosphère de tension, de concentration, de travail. Je voyais les tiraillements auxquels les acteurs de mes photos étaient soumis, et ce, malgré les postures qu'ils donnaient à voir aux autres. Malgré les postures codifiées auxquelles ils se contraignaient devant les autres. Et puis, d'un point de vue formel, plastique, ma photo, elle épuisait des références picturales. J'aime bien en particulier la peinture Pompier du XIXe siècle. Dans les références romanesques, cinématographiques, et chercher à dépasser le réel pour en laisser s'exprimer la dimension littéraire, épique. Et ça, dans tous mes travaux photos. Hein. Je ne parle pas ici, bien sûr, que de mon travail sur les musées. Mais ici, j'étais servi. L'extrême prévenance pour les œuvres, la technicité et la précision des gestes donnaient une évidente théâtralité aux scènes d'accrochage auxquelles j'assistais. Plus encore, cette théâtralité, peut-être parce qu'elle était très codifiée et répétitive, prenait les traits d'une véritable liturgie. Des objets précieux et admirables, manipulés selon les règles et des procédés stricts, pratiqués par des spécialistes. J'ai eu très vite le sentiment qu'une véritable religiosité animait ces moments, et la question de notre rapport à l'objet de musée m'apparaissait rapidement centrale, et mon regard s'est très vite orienté. J'ai commencé ce travail en 2010. En 2011, un moment particulier a confirmé cette orientation. J'ai photographié l'accrochage d'une exposition sur les jouets, dont vous pouvez voir quelques images à l'écran. C'était au Grand Palais aussi. Il était présenté toutes sortes de jouets. Des jouets anciens ou exceptionnels. On y a vu des fils en ce moment, en particulier une photo qui est l'Aston Martin du Prince Charles, une autre qui est la poupée Marianne ou France, je ne sais plus, offerte par la République à Elisabeth II et à sa sœur lorsqu'elles étaient petites. Enfin, il y a des comme ça. Mais il était exposé également des jouets récents, banals et célèbres parce que massivement répandus. Des poupées Barbie, des Lego. Jusqu'alors, j'avais observé comme un exotisme et avec évidence, les manipulations de toiles de maître et d'œuvres d'artistes célèbres. J'avais affaire à des œuvres d'art évidentes, donc précieuses, rares et fragiles par essence. Elles étaient admirables. Mais là, ces jouets étaient l'objet des mêmes gestes, des mêmes regards et des mêmes attentions pleines de dévotion, qui étaient bien éloignés de l'usage pour lequel ils avaient été fabriqués, bien éloignés sans doute aussi des intentions de leurs créateurs. Je voyais donc clairement s'opérer un phénomène de transsubstantiation, dont parlait Bernard tout à l'heure. L'exposition au musée intronisait l'objet d'exposé comme objet culte, comme œuvre d'art ou de pop art. Les moments d'accrochage me semblaient donc des moments d'exception dans la production d'une exposition, mais aussi dans le rapport qu'on entretient à l'objet de musée. Alors, quels étaient les enjeux tels que je les voyais qui s'opéraient sous mes yeux? Évidemment, le biais par lequel je vous présente ce travail et par lequel je saisis ces accrochages ne peut pas être exclusif. Et il ne l'est pas, d'ailleurs. Je n'avais pas systématiquement ce regard, je veux dire à chaque instant. Je passais des journées entières ou des demi-journées entières à travailler avec les gens et tout ça. Mais il est une clé qui m'a aidé à comprendre ce qui nous lie à l'art aujourd'hui et qui aide à comprendre mon travail. J'en suis arrivé à la conclusion provisoire qu'après avoir été durant des siècles durant au service des religions et des cultes, la production artistique est désormais devenue objet de culte. Les musées sont des temples, et les galeries sont des chapelles, on pourrait décliner, et les expositions des messes ou des grands-messes selon leur surface médiatique et l'affluence qu'elles engendrent. Ces fidèles, c'est nous, le public, enthousiastes à nous extraire des contingences de la vie quotidienne pour la célébrer à l'occasion de foires et de grosses expositions. Avec ce biais-là, toujours,
les accrochages sont les moments de tenue secrets du profane où les servants officient pour la préparation du culte. Les œuvres sont manipulées selon des règles et des processus très codifiés, où chacun a sa place et où les fondamentaux sont respectés de tous. Le silence, relatif dans ces espaces, les manipulations normalisées, précises, les infinies précautions pour déplacer les œuvres, pour les installer, pour les accrocher. S'y organise donc une stricte répartition des rôles où s'expriment les différentes proximités au sacré et les différents rapports à l'œuvre d'art. Ainsi, certains ont la tâche de décider de l'emplacement des œuvres dans l'exposition et de leur présentation. Ce sont les commissaires d'exposition, les convoyeurs, enfin, les commissaires essentiellement. À d'autres vient la tâche de présenter ces œuvres, de les porter, de les déplacer, de les installer. Pour cela, les installateurs, les accrocheurs, ces objets de musée, avant d'être des œuvres admirables, sont de très prosaïques matériaux de travail. Ils sont dotés d'un poids, d'un encombrement. Ce sont des objets fragiles et coûteux, souvent difficilement manipulables. Installateurs et accrocheurs entretiennent donc un rapport très original à l'œuvre. Une proximité physique et charnelle avec l'objet, évidente, et une réserve profane et timide à l'égard de l'œuvre d'art, souvent. Pas systématiquement, mais souvent. Pour les premiers, les commissaires des expositions, ceux qui décident des emplacements et du tempo, les mêmes qui ont décidé de leur présence dans l'exposition, ces objets de musée, élus parmi d'autres, sont des objets de dévotion savante, à la fois comme œuvre phare de l'histoire de l'art, comme œuvre admirable et comme bien précieux. Les profanes, les dévots, les laïcs, les prêtres, ceux pour qui la foi se présente comme un état de fait, ceux pour qui elle est une évidente vérité. Je vais m'arrêter là et vous proposer et rester plutôt sur cette impression sensible de cet univers dans lequel j'ai pu évoluer, dans lequel j'évolue encore, pour vous dire que donc j'aurais pu aborder beaucoup d'autres choses, j'aurais pu détailler davantage, j'aurais pu parler de la question du renouvellement de mon regard, peut-être qu'on en reparlera, mais enfin là, ça touchait plus à mon travail de photographe, à mes problématiques de photographe, à l'exclusion de tout sujet qu'aux accrochages. Mais je voulais vous dire que donc, j'ai donné pour titre provisoire de la version anglaise de mon projet de livre. Il y a un projet de livre dont je n'ai pas parlé, mais voilà. Je l'ai appelé Behind the Scene, The New Clergy. Donc, avant même d'avoir lu, d'avoir rencontré, d'avoir connu le travail de Bernard. Alors que je préparais cette conférence, il y a 3 semaines, je suis tombé sur 2 pages d'un carnet de notes, totalement oubliées. Je les avais écrites il y a 5 ans. Dans ces notes, j'écrivais avoir du mal à parler de ces images et qu'il me faudrait un spécialiste, un anthropologue, écrivais-je à moi-même, des milieux de l'art. En mars 2015, je lis une interview consacrée à Bernard Lahire dans Télérama, à l'occasion de la sortie de son livre. Je contacte la rédaction qui me connaît et accepte de me donner les mails de ce sociologue, dont le discours me semble si éclairant. Et donc, je lui ai écrit un mail dont l'objet était à propos de tableaux et de religiosité, dans lequel je me présente et dans lequel je lui adresse un lien vers mon travail. Bernard m'a répondu très rapidement, on a pris un café très rapidement et on a échangé depuis. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici parmi vous ce soir. Merci. Juste une chose, c'est que moi je me suis souvent interrogé sur, mais c'est pas possible, il les fait poser, et pas du tout. Voilà. Alors les photos, aucune des photos n'est posée, aucune photo n'est recadrée, parce que j'ai ce côté un peu... c'est ça qui est incroyable. Je ne recadre pas mes images. Donc voilà, ce sont des instantanés, c'est de la photo de rue, dans la manière de faire.